l'Australie est l'un des pays qui brasse le plus de culture. C'est une nation bâtie sur l'immigration. Mais pendant 50 000 ans, il en a été tout autrement. Elle a abrité une population coupée du reste de l'humanité. Ces peuples étaient tellement isolés qu'ils auraient pu disparaître. Alors comment ont-ils fait pour survivre? Les aborigènes d'Australie sont les descendants directs des tout premiers explorateurs. Quand les hommes sont arrivés en Australie, ils ont eu très peu de contact, voire aucun avec le reste du monde. Ils étaient véritablement livrés à eux-mêmes. Grâce à la technologie d'aujourd'hui, je peux retrouver la trace de mes ancêtres. C'est une très bonne chose. Les aborigènes d'Australie possèdent l'un des ADN les plus anciens au monde. Celui qui détient peut-être la clé de la survie de notre espèce. Voici l'histoire de nos ancêtres Homo sapiens, à l'époque où ils se sont répandus sur tous les continents. Quel était le secret de leur réussite? Leur histoire est aussi la nôtre. Le sud-est de l'Australie, il y a 42 000 ans. Un homme est enterré sur les rives d'un lac. C'est sans doute un chef de clan. En tout cas, il est suffisamment important pour avoir droit à une cérémonie funéraire. Les archéologues l'ont surnommé l'homme de Mungo. C'est ici, aux confins de la planète, qu'ils ont retrouvé les premières traces de notre aspiration à la spiritualité. L'homme de Mungo a été découvert en 1974 par le géologue Jim Bowler. Jim Bowler est venu en Nouvelle-Galles du Sud pour y chercher des traces d'hommes préhistoriques. Il a notamment exploré une zone de dunes de sable en arceaux. Il a compris qu'il s'agissait d'anciens bassins lacustres. Aujourd'hui, c'est une région rude et lunaire. Mais il y a des millénaires, elle était humide et luxuriante. C'était un habitat idéal pour les populations préhistoriques. Les dunes les plus hautes marquent les contours de l'ancien grand bassin lacustre de Mungo. Un jour de l'été 1974, Jim Bowler parcourait la région à moto quand il a vu quelque chose d'inhabituel apparaître sous l'érosion d'une dune. J'ai aperçu un bout d'os blanc à la surface du sable. Il était tout près, ici. Le sommet du crâne était visible. Quand j'ai brossé le sable, j'ai vu la mâchoire inférieure. J'ai tout de suite reconnu ce que c'était. Une sépulture humaine. Les ossements avaient 42 000 ans.
ils étaient 2 fois plus anciens que n'importe quel autre fossile humain retrouvé en Australie. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils avaient été colorés à l'aide d'un pigment naturel, l'ocre. Il n'y a pas d'ocre à plus de 100 km à la ronde. Ça veut dire qu'il a fallu en faire venir jusqu'ici et le préparer. Ce genre de préparatifs funéraires durait plusieurs jours. Les peuples d'Afrique utilisaient déjà de l'ocre depuis des millénaires, pour s'en orner le corps ou pour traiter les peaux animales. Mais en Australie, l'ocre faisait partie intégrante d'un rituel. Le défunt était installé comme mon propre père a été disposé dans son cercueil. Et ensuite, on lui organisait une cérémonie d'adieu. Il ne s'agissait pas seulement de pleurer un mort. Ils étaient plutôt dans la célébration de la vie. L'homme de Mungo n'est pas le seul corps que Jim Boller ait retrouvé près du lac. 400 mètres plus loin, il a découvert des fragments du squelette de celle que l'on a appelée la femme de Mungo. C'est dans ce genre d'horizon que j'ai trouvé les restes de la femme de Mungo. La plage était là. Il y avait le sol ici et le squelette était là. Les ossements étaient cimentés dans ce sol de carbonate blanc. Ça ne ressemblait pas à un corps. En assemblant tous les fragments de la femme de Mungo, les archéologues ont conclu à un autre rite funéraire datant de la même période, il y a 42 000 ans. Les os de la femme de Mungo ont été brûlés, peut-être pour être rendus plus friables. Ils ont ensuite été brisés en petits morceaux. Ce rite montre que le lac Mungo abritait une communauté dotée d'une culture riche et complexe. Mais qui étaient ces habitants des confins de la Terre? D'où venaient-ils? Quand sont-ils arrivés? Comment sont-ils parvenus jusque-là? Le lac Mungo est perdu au fin fond du sud-est australien, une région reculée sur le continent le plus isolé de la planète. Les circonstances de l'installation humaine sur les rives du lac Mungo restent mystérieuses, parce qu'il y a peu de traces archéologiques de cette période en Australie. Mais les progrès de l'analyse ADN peuvent peut-être fournir des éclaircissements. Au début du XXe siècle, l'anthropologue britannique Alfred Haddon s'est rendu en Australie pour étudier les coutumes des peuples indigènes. Il a également recueilli des échantillons capillaires sur ces populations. Ces prélèvements ont été oubliés dans un musée de Cambridge jusqu'à ce qu'un généticien danois, Eske Willerslev, se charge de les analyser. L'avantage des cheveux, c'est que ce n'est pas poreux comme des os ou des dents. Ça permet à toutes les contaminations dues aux manipulations extérieures de ne pas s'infiltrer dans le cheveu. Il suffit donc de le passer à l'eau de javel et l'ADN qui reste est bien celui du propriétaire de la chevelure.
À Cambridge, où se trouvait cette collection de cheveux, les gens devaient se dire « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ?» Et puis un siècle plus tard, c'est devenu une mine d'or pour les généticiens. Les cheveux appartenaient à un homme qui vivait dans la brousse en Australie occidentale, une région qui avait rarement été visitée par les Européens à l'époque. L'ADN était donc aborigène à 100%. C'est la première fois qu'on séquençait le génome d'un aborigène. Grâce à cet échantillon, les généticiens ont pu retracer un pan d'histoire de ce peuple ancestral. L'archéologie nous dit que des populations humaines étaient présentes en Australie il y a au moins 40 000 ans. La question qui se pose, c'est qui étaient ces hommes? Quel est leur degré de proximité avec les peuples d'aujourd'hui, que ce soit les aborigènes d'Australie ou d'ailleurs? C'est là que la génétique intervient de manière très importante. On peut retracer la lignée des aborigènes d'Australie. On peut savoir quand ils se sont séparés des autres groupes humains et quand ils sont partis d'Afrique. On peut déterminer le lien biologique entre ces individus et le reste de l'humanité, toute période confondue. Les analyses ADN nous permettent de nous replonger dans un passé lointain, à l'époque de la première vague de migration originaire d'Afrique. Les aborigènes d'Australie sont plus proches génétiquement de ces premiers hommes que ne le sont les peuples d'Asie ou d'Europe aujourd'hui. Ce groupe de voyageurs s'est séparé du reste de l'humanité il y a 60 ou 70 000 ans. Les aborigènes d'Australie descendent des premiers Homo sapiens qui ont quitté l'Afrique et gagné l'Australie. Ce sont les descendants directs des tout premiers explorateurs. Ces hommes et ces femmes ont dû atteindre l'extrémité sud de l'Asie. Au lieu de faire marche arrière, ils se sont adaptés à la vie côtière. Hugh Barton est archéologue et ses recherches portent sur le mode de vie des chasseurs-cueilleurs du littoral. Un environnement côtier comme celui-ci, avec la mer, des lagons, des marécages, des vasières, des mangroves, ça représente une abondance de ressources pour des chasseurs-cueilleurs. Ils ont des crustacés, du poisson, des mollusques, des œufs de poisson, des vers et des larves, qui sont des aliments hautement nutritifs. Mais un groupe de 5 à 10 individus peut épuiser les meilleures ressources d'une zone en quelques jours ou quelques semaines. Ça peut inciter une population à partir s'installer ailleurs. Pour les tribus de chasseurs-cueilleurs qui vivaient sur le littoral, déménager voulait parfois dire prendre la mer. On peut penser qu'ils voyaient des petites îles pas trop loin, alors quelques-uns y allaient en éclaireur et faisaient un compte-rendu au reste du groupe. Après, ils devaient certainement décider tous ensemble d'aller sur une de ces îles, voire d'y transiter pour en gagner une autre. Pour Hugh Barton, une fois qu'un groupe humain s'est lancé dans l'exploration des îles du sud-est asiatique, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il tombe par hasard sur le continent océanien. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous considèrent l'océan comme une barrière, une zone à éviter. Il vaut mieux être sur la terre ferme, c'est plus stable. Mais imaginez un groupe d'individus avec une petite embarcation.
Ils vivaient de la pêche, ils sortaient souvent en mer. Qui sait, peut-être qu'à force, ils ont été assez courageux pour naviguer une nuit entière. Et puis, ils ont sans doute vu des choses qui indiquaient la proximité d'une terre, comme des nuages, des oiseaux ou du bois mort dans l'eau. Ils ont dû se dire, tiens, ça vaut peut-être le coup de pousser encore un peu plus loin. Peut-être que pendant 20 ans, 100 ans, ils n'ont pas gagné d'autres terres. Mais un jour, l'un d'entre eux s'est aventuré un peu plus loin. Il a pris le risque et il a traversé l'océan. Et tout à coup, ils sont arrivés sur les côtes australiennes. C'était devenu faisable. On peut imaginer les circonstances qui ont donné lieu à ce périple. Aujourd'hui, ce serait une traversée de 600 km. Mais la géographie préhistorique était tout autre. Il y a 60 000 ans, la planète a traversé une période de glaciation. Progressivement, d'épaisses plaques de glace ont recouvert l'hémisphère nord. Les océans ont en grande partie gelé, ce qui a fait baisser de 100 mètres le niveau de la mer. La distance entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie a diminué. Quand les premiers migrants ont effectué la traversée, les deux continents n'étaient séparés que par une centaine de kilomètres. Personne ne sait combien d'individus comptait ce premier groupe qui est arrivé en Australie. Étaient-ils des dizaines? Des centaines? Un millier? Mais d'après les recherches en génétique, les aborigènes d'Australie seraient tous issus de cette vague migratoire d'Homo sapiens en provenance d'Afrique. Visiblement, il y a eu une seule arrivée en Australie. Ensuite, les gens se sont répartis sur le territoire et ont occupé l'ensemble du continent. D'après nos études, ça ne s'est produit qu'une seule fois. Les plus anciennes traces archéologiques indiquent que l'homme moderne a commencé à explorer l'Australie il y a environ 55 000 ans, soit bien avant qu'il ne pose le pied en Europe. Là, les premiers groupes sont restés complètement seuls, coupés du reste du monde, sur une terre vierge. À 150 km du rivage, dans le nord-est du pays, il existe des vestiges étonnants de leur présence. Nawarla Gabarnmang est un gigantesque abri rocheux façonné par les vents, mais également sculpté par la main de l'homme. C'est sans doute l'un des plus vieux monuments du monde. Il daterait de 28 000 ans. Cette terre appartient à Margaret Catherine et à ses ancêtres depuis des générations. À chaque fois qu'elle vient là, elle leur demande la permission d'entrer. Mes ancêtres ont vécu ici. Mon arrière-arrière-grand-père, ma grand-mère, mon grand-oncle et tous les membres de ma famille sont présents pour toujours à Nawarla Gabarnmang. Les parois sont couvertes de plusieurs strates de dessins représentant les animaux que chassaient les aborigènes. Ici, on a un gros barramundi. Au-dessus, c'est une dorade. Et un autre petit poisson, là. Là, je vois un crocodile.
Celui-ci, c'est un grand kangourou qui va jusque-là. Vous voyez sa queue qui fait le tour ici. Et là, sa tête et ses oreilles. Les couches successives de peinture pariétale allient le moderne et l'extrêmement ancien. Mais à quand remonte cette tradition exactement? Depuis 2010, l'archéologue Bruno David étudie le site pour essayer de retracer l'histoire de Nawarla Gabarnmang. Les gens sont venus ici et ont fait des feux de camp. Alors au fil du temps, on a eu une superposition de couches de sable et de cendres qui s'est formée un peu comme les pages d'un livre. Et les vestiges archéologiques se sont retrouvés enterrés dans chaque couche de sédiments. Celui-ci fait 27. On a commencé par la surface, où se trouvent des objets datant d'environ 1 ou 2 siècles. Et au fur et à mesure, on a remonté le temps. Tout au fond, dans la période comprise entre moins 48 000 et moins 50 000 ans, on a les plus anciennes traces d'occupation humaine sur ce site. Ces datations ont été établies à partir de fragments de charbon laissés par les premiers Australiens. Ils indiquent que cette région a été peuplée au moins 6 000 ans avant le site du lac Mungo. Les archéologues n'ont pas encore exhumé d'ossements humains ici, mais ils ont retrouvé des œuvres d'art de plus de 30 000 ans. C'est un petit fragment de la surface peinte. On voit plusieurs lignes. Une ligne droite, coupée par une ligne incurvée. Que représentait le dessin d'origine? Mystère. Le pigment qui a servi à réaliser ces dessins n'est autre que l'ocre, le même que celui utilisé pour le rite funéraire de l'homme de Mungo. Visiblement, il n'avait aucune valeur intrinsèque pour ces peuples. Son pouvoir était symbolique. Sur certaines parois se trouvent des représentations d'esprits que l'on appelle les Mimi. Pour les aborigènes d'Australie, ce sont ces esprits qui ont appris aux ancêtres à chasser, à cuisiner et à peindre. On a une femme Mimi là. Elle est debout, on la voit. Et ici, il y en a une autre qui va par là. Et celui-ci est très grand. Il est tout seul. C'est un monsieur. Quand je viens les voir, je sens leur présence auprès de moi. Et ça me fait pleurer, parce que je ne suis pas avec eux. Je suis ici, en vie. Mais quand je mourrai, je serai là avec eux. À 10 km de Nawarla Gabarnmang se trouve un autre site d'art rupestre. Les quelques dessins qui y figurent représentent une espèce disparue. Le Géniornis, une sorte d'émeu géant dont l'extinction remonte à 40 000 ans. Ils donnent une image précise de l'animal auquel ont eu affaire les premiers Australiens. On trouve encore des restes de cette espèce à l'heure actuelle dans les grottes de Naracoorte, un labyrinthe de stalagmites et de stalactites dans le sud de l'Australie. Rod Wells explore ce site depuis son adolescence.
Se faufiler dans ces espaces étroits, ça demande une certaine discipline mentale. Il faut rester calme, éviter de paniquer et avancer progressivement. Il a découvert les premiers fossiles dans cette grotte en 1969. On s'apprêtait à remonter Bredouille un dimanche après-midi quand un courant d'air nous est parvenu de derrière les amas rocheux. Ça voulait dire qu'il y avait des cavités derrière, peut-être même une grotte de grande taille. C'est ce qui est génial en spéléologie. En promenant ma lampe sur la surface de ces sédiments, j'ai vu des motifs étranges. Au début, j'ai cru que c'étaient des éclats de parois qui s'étaient détachés et qui étaient tombés par terre. Mais ensuite, j'ai compris que c'était une dentition. En y regardant de plus près, en analysant bien les ombres, j'ai réalisé que j'avais affaire à des crânes d'espèces disparues, qui étaient là depuis je ne sais combien de millénaires. Sur un continent où les vestiges archéologiques sont rares, ces ossements représentent un véritable trésor. Ils soulignent l'isolement de l'Australie par rapport au reste du monde. Il y a plus de 50 millions d'années, à cause de la tectonique des plaques, l'Australie a été séparée de l'Antarctique. Depuis, elle est coupée de toute autre masse terrestre. Sa faune et sa flore ont donc évolué de manière isolée, ce qui a donné naissance à des espèces endémiques. L'une d'elles est un marsupial géant, le diprotodon. Pour vous donner une idée de leur taille, voici un fémur, l'os de la cuisse d'un diprotodon. On a affaire à un animal d'1,80 m de haut, avec à peu près la même masse qu'un rhinocéros, c'est-à-dire entre 1,5 tonne et 2,5 tonnes. Même dans la famille des kangourous, il y avait des géants. Ça, c'est le crâne et les mâchoires du kangourou gris actuel. Et là, c'est le crâne et les mâchoires d'un kangourou préhistorique. La différence de taille est frappante. C'est véritablement un méga kangourou. Les premiers Australiens avaient découvert un paradis, une terre verdoyante, avec une profusion d'animaux à chasser et de nourriture à cueillir. Et parce qu'ils étaient peu nombreux, les rivalités étaient rares, voire inexistantes. Aucune région n'aurait pu offrir de meilleur habitat que celle du lac Mungo. Il renfermait suffisamment de poissons et d'autres ressources pour subvenir largement aux besoins d'une communauté pendant des millénaires. Tanya Charles est aborigène et travaille à la gestion du parc national de Mungo. Elle y trouve partout des vestiges du passé, disséminés parmi les restes de feux de camp. Dans cet ancien feu de camp, on voit qu'ils avaient mangé des œufs d'émeu, mais aussi du poisson. On a des outils en pierre. Ils s'en sont servis pour écailler et vider les poissons. Ça, c'est une ouïe de morue de Murray. Ce poisson a été cuisiné il y a plus de 40 millénaires. D'en avoir un vestige sous les yeux, c'est extraordinaire. C'est très émouvant.
Non seulement on voit la trace de nos ancêtres, mais on sent leur présence. C'est un lieu chargé de spiritualité. Le squelette de l'homme de Mungo apporte un éclairage sur le mode de vie de l'époque. Mike Westaway est l'un des rares chercheurs autorisés à étudier ces fossiles. Ils peuvent nous fournir beaucoup d'informations et nous en dire long sur la vie de l'homme de Mungo. Il est très clair qu'il s'agit d'un mâle adulte qui avait dans les 40 ans, ou peut-être plus. C'était un homme de corpulence mince, mais il était très grand. Il mesurait dans les 1,80 m. Chaque os du squelette a une histoire à raconter. Mais rien n'est plus instructif que sa dentition. On constate une usure particulière de ces molaires. Cette abrasion très biseautée laisse penser à des frottements répétés, comme s'il avait mâchonné une fibre pour en faire un filet. L'autre aspect intrigant, c'est l'avant de la bouche, les canines. Elles ont été arrachées intentionnellement, apparemment. Ça pourrait être dû à un accident, mais on sait que les aborigènes arrachaient les incisives ou les canines des jeunes hommes à la puberté. On a peut-être la preuve que ce rituel existait déjà à l'époque de l'homme de Mungo, il y a 42 000 ans. Ici, au lac Mungo, si loin de leur Afrique d'origine, ces groupes humains ne se sont pas contentés de trouver de la nourriture. Ils ont donné naissance à une culture riche et complexe. Aujourd'hui encore, certains de leurs rites trouvent un écho chez les peuples aborigènes actuels. Mais l'univers de ces populations n'allait pas tarder à être pulvérisé. Les effets de la glaciation se sont durcis. Plus les océans ont gelé, et moins il y a eu d'humidité dans l'atmosphère, de nuages, et donc de pluie. Le paradis a viré à l'enfer. Suite à l'assèchement des cours d'eau, les forêts ont disparu, et les prairies se sont transformées en désert. La mégafaune australienne a fini par s'éteindre. L'espèce humaine est à son tour devenue menacée. D'après les études génétiques, 60% de la population australienne a été décimée au cours de cette ère glaciaire. Désormais, l'eau et la nourriture étaient des denrées rares. Quand le climat a changé et que le centre du pays est devenu plus aride, les premiers Australiens ont dû se tourner vers des ressources moins faciles d'accès. Ils ont développé des aptitudes spécifiques pour subvenir à leurs besoins. Les vestiges du lac Mungo attestent de l'ingéniosité de ces populations. On a là une meule et un pilon. Ils s'en servaient pour broyer le grain et faire de la farine. Quand ils sentaient la sécheresse arriver, ils ramassaient le plus de graminées possible. Ils devaient en rincer certaines pour en retirer les toxines. Ça demandait beaucoup de préparation avant de pouvoir les consommer.
Au fur et à mesure qu'elle s'est enfoncée dans les terres à la recherche de nourriture, la population s'est scindée en petits groupes coupés du reste du monde, mais aussi les uns des autres. L'Australie offrait un environnement extrêmement difficile. Les premiers hommes ont dû considérablement s'adapter pour survivre. Mais il y a une difficulté contre laquelle ils n'ont rien pu faire. C'est l'isolement. Ils ont eu peu de contacts, voire aucun avec le reste du monde. Ils étaient véritablement livrés à eux-mêmes. Quand une population est trop isolée, la menace d'extinction est plus forte. En l'absence d'apports extérieurs, le patrimoine génétique s'appauvrit. Et le risque de consanguinité au sein de la communauté augmente, jusqu'à ce que le groupe s'éteigne. Aujourd'hui, l'une des espèces emblématiques de la faune australienne connaît une situation similaire. Attention dans l'eau. Le biologiste Josh Griffiths va tenter d'attraper un ornithorynque pour prélever un échantillon de son ADN. On ne trouve ces animaux que dans les criques de l'Est australien. Mais leur existence est menacée par les nombreux barrages qui ont été construits pour réguler le réseau fluvial. Imaginez que la crique soit une route. C'est comme si un barrage routier empêchait les animaux de passer. Il sépare la population en deux, il freine les migrations. Il empêche les échanges de gènes entre les groupes. Les espèces perdent leur diversité génétique, ce qui réduit leur capacité à s'adapter. Les ornithorynques sortent la nuit pour se nourrir d'insectes. C'est donc le meilleur moment pour tenter d'en attraper un. Ça bouge, il y a quelque chose. Le voilà. Voici l'un des animaux les plus extraordinaires au monde, l'ornithorynque. On voit leur célèbre bec de canard, qu'on connaît bien. Je vais le peser et le mesurer. Et ensuite, je vais prélever un échantillon d'ADN pour nos recherches. Ok, si tu veux bien noter pendant que je le tiens. Pour qu'une espèce prospère, son patrimoine génétique doit être aussi diversifié que possible. L'isolement des ornithorynques les rend plus vulnérables. Au lieu d'avoir une population d'ornithorynques importante et variée, on n'a plus que quelques groupes d'individus isolés. Non seulement ils sont plus exposés au risque d'extinction, mais en plus, ils peuvent développer des problèmes génétiques, comme ceux liés à la consanguinité s'ils sont contraints de se reproduire entre eux. Un minuscule fragment de peau. Il n'en faut pas plus pour séquencer l'ADN de l'animal et le comparer à celui de ses congénères vivant dans la même région. Voilà, c'est fini, on le remet à l'eau. Si le génome de cet ornithorynque n'est pas suffisamment diversifié, Josh Griffiths et son équipe introduiront des individus d'un autre groupe pour renouveler les gènes de la population de la crique. Qu'en est-il des premiers Australiens? Comment ont-ils survécu à leur isolement, eux? Leur secret, c'est d'avoir noué des contacts. Tout au long de l'ère glaciaire, ces peuples ont continué d'échanger des perles, des outils et de l'ocre sur des centaines de kilomètres.
Ces réseaux marchands ont sauvé leur patrimoine génétique. Quand la population s'est divisée en plusieurs groupes, chacun de ces groupes a évolué séparément et développé un génome distinct. C'est ce qui a créé une diversité. Mais pour qu'une spécificité perdure, il faut qu'elle soit transmise d'un groupe à l'autre, et cela nécessite des contacts. Ces réseaux permettaient les accouplements entre tribus différentes. Ils se sont divisés en petits groupes qui vivaient séparés les uns des autres la plupart du temps. Mais pas complètement non plus. Il y a eu des brassages génétiques. Ça a permis d'avoir du sang frais dans chaque groupe. Et ça, c'est vraiment la recette pour avoir des gènes sains et durables, même chez une population isolée. Sans le savoir, ces premiers occupants de l'Australie avaient trouvé un équilibre entre l'isolement et les contacts. C'est ce qui leur a permis d'écarter la menace d'extinction. La relation aux autres est ancrée dans la culture aborigène. Gali Yelkarioui appartient à la tribu Yolngu. Il est le gardien et le passeur de rites ancestraux. Il utilise de l'ocre pour se préparer à l'arrivée d'un esprit féminin, Barnambir. D'après la légende Yolngu, elle a porté les premiers peuples jusqu'en Australie en volant et en chantant. Barnambir est également surnommée l'étoile du matin, la planète Vénus. Quand je fais la danse de l'étoile du matin, je revois mon père me transmettre son savoir. Il me demandait de ne pas oublier ma culture. Il m'a dit, « Tu feras la danse de l'étoile du matin. » Gali dansera toute la nuit, jusqu'à ce que Vénus se lève, peu avant l'aube. Pour les Yolngu, cette danse et ce chant font office de carte. Ils renferment des informations sur les sites riches en gibier et les points d'eau. Mais ce chant n'est pas propre aux Yolngu. Il en existe des variantes dans toute l'Australie, ce qui montre que les différents groupes ethniques partagent une culture identique. Les Naimil, les Datiwoy, les Marangu, les Galpu, tous les autres clans Yolngu, on est tous liés. Des rites comme celui-ci ont permis aux groupes aborigènes de lutter contre les inconvénients de l'isolement. Et l'isolement a permis à ces rites de perdurer. Sans l'influence d'individus nouveaux et d'idées nouvelles, une culture est moins soumise aux modifications. Et les mêmes rites peuvent se transmettre de génération en génération, intacts et inchangés. Les liens culturels entre les différents groupes aborigènes sont connus sous le nom de chemin du rêve. Personne ne sait de quand ils datent,
Mais il remonte sans doute au tout premier réseau d'échanges qui ont permis aux premiers hommes de survivre à la glaciation. Pendant des millénaires, la culture aborigène s'est épanouie. Et la population, répartie en centaines de groupes linguistiques différents, a fortement augmenté. Mais en 1606, un vaisseau européen, le Duyfken, a accosté sur le continent australien. La colonisation qui s'est ensuivie a été catastrophique pour les aborigènes. Leurs terres ont été confisquées, les familles ont été séparées, et les liens si importants qu'ils entretenaient avec leurs ancêtres ont été rompus. Mais la science peut peut-être rétablir certains de ces liens. En 2013, un squelette a été retrouvé sur la plage même où les Européens sont arrivés il y a 400 ans. C'était une trouvaille tellement importante que les tribus locales ont fait appel à Mike Westaway pour analyser les fossiles. Avant, les tribus aborigènes n'appréciaient pas beaucoup ce genre de recherche. Les fossiles humains ont souvent été emportés sans leur consentement. Mais les choses ont changé. Et en l'occurrence, la communauté aborigène avait envie d'en savoir plus sur ces ossements. Ils voulaient savoir l'âge de la personne, à quelle période elle avait vécu, son sexe, et tout ce qu'on pourrait découvrir d'autre. Le squelette a été exhumé alors qu'un cyclone se dirigeait vers le nord de l'Australie. Mike Westaway et son équipe ont dû se battre contre les éléments et mettre à l'abri au plus vite le plus de fossiles possible. L'élément le plus précieux était le crâne. L'exhumation de ces restes a montré un squelette pratiquement entier. On a une ossature de crâne assez légère. L'os frontal est délicat, pas trop épais. Globalement, l'anatomie générale du crâne indique qu'il s'agit probablement d'une femme d'une trentaine d'années. Grâce à la datation au carbone 14 des coquillages présents dans les sédiments, les chercheurs ont pu établir l'âge du squelette. Il a plus de 3000 ans. La terre sur laquelle il a été retrouvé appartient à la famille de Thomas Wales. On dirait du béton, Thomas. Oui. Thomas participe de près aux travaux de fouilles depuis le début. On a eu de la chance. Une semaine après l'exhumation des fossiles, il y a eu un cyclone qui a ravagé une partie de cette plage. On aurait perdu ce squelette. On aurait perdu une personne. On est arrivé à temps. Maintenant, elle est à l'abri, derrière moi, sous les buissons. Les ossements ont été enterrés de nouveau selon les rites tribaux. Mais quelques fragments en ont été prélevés en vue d'une analyse ADN. On essaie de séquencer l'ADN d'époque à partir d'une racine dentaire. Les premiers résultats sont encourageants. Si on arrive à reconstituer le génome dans son intégralité, on pourra mieux comprendre l'histoire des peuplements humains dans cette région d'Australie. Les travaux de recherche sont supervisés par Eske Willerslev, le généticien qui a séquencé le premier génome aborigène à partir d'une mèche de cheveux. L'ADN du squelette retrouvé à Duyfken Point est 3000 ans plus vieux et il est plus compliqué à décoder. Mais sa grande ancienneté pourrait fournir des informations sur les relations entre les premiers peuples d'Australie. On veut retracer toute l'histoire du peuplement de l'Australie.
À quelle vitesse les peuples se sont répandus sur le continent? À quelle fréquence ils se rencontraient? À quel point ils étaient itinérants? Combien sont arrivés en premier? Autant de questions qui restent sans réponse pour l'instant. Nous, les aborigènes d'Australie, on a été pour la plupart déconnectés de nos ancêtres et de nos racines par la colonisation. On a un peu perdu nos traditions. Grâce à la science moderne, on peut en savoir plus sur la personne retrouvée. Et on pourra établir mon degré de proximité avec elle. C'est une très bonne chose. Pour que les aborigènes d'aujourd'hui puissent connaître leur lien de parenté avec la femme retrouvée sur la plage, ils doivent fournir des échantillons d'ADN. Crachez dans ce tube et rebouchez-le ensuite. On aura un échantillon. Encore récemment, la plupart d'entre eux refusaient parce qu'ils se méfiaient des chercheurs. Ça suffit ou plus? Mais ils ont changé d'avis depuis le premier séquençage du génome aborigène. La plupart de ces communautés ont perdu une bonne partie de leur culture et de leur histoire originelle. Maintenant, ils veulent avoir des informations sur leur passé. Et l'un des outils pour se réapproprier ce savoir, si on peut dire, c'est la science et la recherche génétique. Tous les échantillons d'ADN se retrouvent ici, dans une chambre froide au Danemark. Ça, ce sont des prélèvements d'aborigènes australiens vivants. C'est de la salive. Et il y a celui de Thomas dans le lot. Les échantillons modernes sont très utiles, parce qu'en les comparant avec les anciens, on peut en déduire les déplacements des populations au fil du temps, ainsi que leur degré d'isolement. Si on compare l'ADN de Thomas à celui du squelette de 3000 ans, on peut savoir s'ils appartiennent ou non au même groupe, celui qui vivait dans cette région à l'époque. C'est vraiment la connaissance à la fois du génome moderne et du génome ancien qui nous permet de comprendre le passé. L'histoire génétique de l'Australie commence à peine à être retracée. Quand les chercheurs auront terminé, les aborigènes australiens sauront dans quelle mesure ils sont proches des premiers arrivants. Mais il est d'ores et déjà établi que leur ADN est unique, ancien et formidablement préservé. Pendant que le reste de l'humanité brassait ses gènes, les premiers Australiens sont restés parfaitement isolés. Leur migration aurait pu se solder par un échec, et tout portait à croire qu'ils seraient victimes d'extinction. Leur survie n'est pas le résultat d'une technologie particulière. Elle est due à leur capacité à nouer des relations et à établir des réseaux sur le continent tout entier. Et ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui. Nous sommes des êtres sociables. Nous recherchons la compagnie d'autrui et nous trouvons des causes communes. C'est ce qui nous rend humains et ce qui nous a permis de survivre aussi longtemps.